De leur village, il ne reste plus rien. Ici vivait une famille, dont une fille de 5 ans. Ça fait une semaine qu'on la cherchait. Victime d'un des pires glissements de terrain qu'ait connu la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ces villageois n'ont toujours pas reçu d'aide de secouristes officiels. Nous sommes pourtant une semaine après la catastrophe. Si les secours étaient arrivés en 4 ou 5 heures, eh bien on aurait pu sauver des vies. C'est à cause de leur retard qu'ils sont tous morts. Le 24 mai, cette montagne s'est effondrée. En dessous, un village où vivaient des centaines de personnes. Daley, 7 ans, était là cette nuit d'horreur. Il s'est enduit le visage de boue d'argile, signe de deuil en terre papoue. Ma maison était quelque part ici. La porte était de ce côté. J'ai entendu un énorme bruit. Mon père m'a attrapé par la main et on a couru dehors. En courant, on a appelé ma mère. Elle a répondu. On pensait qu'elle venait avec nous. Mais elle n'est jamais arrivée. Chaque nuit, dans mes rêves, ma mère m'appelle. J'ai essayé de creuser pour trouver leur corps. Mais ici, il n'y a que des grosses pierres. C'est impossible de les retrouver. Un jour, je vais planter des fleurs ici. Comme Daley, partout des villageois tentent de déterrer les corps de leurs proches, avec des moyens dérisoires. Très peu de corps seront retrouvés. Des victimes, il ne reste que quelques lambeaux de vêtements. Ma mère et mon frère sont morts, je suis seule maintenant. Je ne sais pas ce que je vais devenir. L'orphelin n'a plus de maison et il est en danger. Alors que nous filmons, une équipe de secouristes australiens vient de repérer des failles dans la montagne. De nouveaux éboulements pourraient avoir lieu. Daley est prise en charge par sa tante, Cathy, qui a déjà 3 enfants. Hélas, sa mère est morte. Donc c'est moi qui vais m'occuper de lui. Cathy est professeure. Elle vivait dans le village voisin, aujourd'hui lui aussi menacé par l'affaissement de la montagne. Je suis désolée. Ma maison est sur le point de s'effondrer. Quand les grosses pluies vont arriver, elle ne tiendra plus. Regardez le sol, il est tout craquelé. Je ne sais pas quand je vais pouvoir partir et où je vais pouvoir emmener mes enfants. Après la catastrophe, les congrégations chrétiennes furent parmi les premières à apporter de l'aide aux victimes. Cathy se tourne donc vers le pasteur local, dans ce pays où 95% des habitants se disent chrétiens. Pasteur, je viens vous voir. Ma maison risque de s'effondrer. Je voulais savoir si vous auriez un peu de place pour nous ici. Si j'avais une tente pour elle, je lui donnerais, mais je n'en ai pas. Les premiers qui sont arrivés se sont installés dans l'église et l'école là-bas. Ceux qui sont arrivés après, ils avaient leur propre tente. Il y a des gens partout ici. Les morts là-haut, ils sont déjà morts. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est d'aider ceux qui sont encore en vie. Cathy n'a pas de tente.
Comme des centaines de survivants, le petit Daley va devoir dormir dans la zone à risque, auprès de ses morts et de ses cauchemars. Mais il s'accroche à une idée. Maintenant, c'est comme ma maman. Toute ma vie, je resterai avec elle. Et elle s'occupera de moi. Où elle ira, j'irai. J'aimerais quitter cet endroit. Ici, il n'y a plus rien. Je vais aller continuer mon éducation ailleurs. Partir, mais pour aller où? Cette région, en apparence idyllique, est déchirée par un mal plus profond, les guerres tribales. Dans ces hauts plateaux reculés, chaque village, chaque tribu combat ses voisins depuis des siècles. À seulement 1 heure du village enseveli, nous apercevons des feux et ces maisons brûlées. Cette tribu vient de s'emparer des terres de ses voisins. Venez voir. Cette maison, on l'a brûlée. Et là, on a détruit le jardin. C'est moi qui ai brûlé cette maison. On a gagné. Le pouvoir d'une tribu, sa fierté, est évalué à ses possessions en terres et animaux. Plus elle élargit son territoire, plus la tribu sera puissante. Mais dans cette région reculée, les terres cultivables sont rares. Le 27 mai, 3 jours après le glissement de terrain, cette guerre pour la terre a fait ici 7 morts. On se bat pour la terre, pour les cochons, et aussi pour venger ceux de nos hommes qui ont été tués. Là, on veut aller tuer, on va régler nos problèmes. Sinon, ce sont eux qui vont venir nous tirer dessus. On va tuer. On est en plein combat ici, et nous, on veut reprendre notre attaque. Donc arrêtez de filmer, il faut vous en aller. Nous devons quitter les lieux. Sur les routes, des traces de combats récents. Partout, les hommes portent des machettes. Simple coutume papoue. Au quotidien, ce n'est pas une menace. Mais en cas de conflit, ces couteaux de brousse font des dégâts. Surtout, accompagnés de fusils de plus en plus nombreux. Voici le déchaînement de violence que ces guerres de village peuvent occasionner. Toujours dans la région de l'éboulement, le 18 février 2024, une centaine de personnes est tuée en une seule journée. Les cadavres finissent exposés sur la chaussée. Nous avons réussi à entrer en contact avec les hommes responsables de ce carnage. C'est dans un lieu secret que ces hommes vont nous montrer leurs armes. C'est le dernier modèle de M16, il est très puissant, ça coûte presque 10 000 €. C'est pas facile à acheter, on est allé sur le marché noir et on a dû économiser de l'argent pendant des années. Ce jour-là, sur le champ de bataille, nos ennemis ont d'abord attaqué, mais j'ai réussi à tuer 60 personnes grâce à ce fusil. Les 40 autres ont été tués par mes gars. 60, c'est pas grand-chose, s'ils reviennent, je suis prêt à en tuer 60 de plus. Ce sont nos ennemis. On est prêt à les découper à la machette. Le village enseveli par le glissement de terrain était lui aussi au cœur de rivalités tribales. Affaibli, sans hommes pour se défendre, il pourrait devenir une proie pour ces tribus ennemies. C'est ce qui est arrivé à ces paysans attaqués par le village voisin. Sur le champ de bataille, ils m'ont tiré dessus ici. La balle est sortie là. On était en plein combat. On s'est retrouvés à court de munitions et ils ont coupé mon nez avec une machette. J'ai réussi à m'enfuir, mais je suis tombé sur une pierre et je me suis brisé les dents.
Ici, certaines tensions entre tribus durent depuis des générations. Une culture de la vengeance qui place l'honneur du groupe au-dessus de tout. On apprend à détester ses voisins dès le plus jeune âge, comme l'enseigne cette mère qui a perdu son fils aîné dans un combat. Tant que je serai en vie, je ne cesserai jamais de dire à mon bébé de venger son frère. Je l'encouragerai à tuer toujours plus d'ennemis. Cette guerre ne finira jamais. Même la prochaine génération se souviendra et elle combattra pour se venger. Dans cette région ravagée par la guerre, certains pourtant espèrent que l'éboulement du 24 mai renforcera la solidarité entre tribus. C'est le cas du Premier ministre. Plus d'une semaine après la catastrophe, il arrive enfin au chevet des victimes, toujours en deuil. Bien que tardive, cette visite tend à rappeler que l'État n'a pas abandonné cette région troublée. Dans la foule, nous retrouvons le petit Daley, l'orphelin. Je vous promets des secours aujourd'hui, des aides à la rénovation demain et une vraie reconstruction pour l'avenir. Notre force, c'est aussi que lorsqu'il y a un tel désastre, tout le monde sait se rassembler. Je suis confiant que mon peuple et que les autorités locales seront des forces de stabilité. Je ne crois pas qu'il y aura des violences de masse au sein de la population. Au contraire, les gens vont se serrer les coudes. Et nous, le gouvernement, on va trouver des solutions à leurs problèmes. Qu'ils le veuillent ou non, les survivants devront bientôt quitter ce pan de montagne déchiqueté. Il sera transformé en sanctuaire, un hommage à tous ces corps non retrouvés.